Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre émission qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour présenter cette belle émission, je suis accompagné du meilleur. Je suis accompagné de Théo Rivière, bien sûr. Bonsoir Théo, comment vas-tu ? Salut Zéphiriel, et ça va très bien, ça faisait un petit bout de temps qu'on n'avait pas enregistré, alors je suis très content de te retrouver pour ce nouvel épisode. Eh ben ouais, ça faisait un petit moment. Alors vous auditeurs qui nous écoutez, ça fait 2 semaines, mais pour nous effectivement ça fait un peu plus d'un mois, je crois qu'on s'est pas entendu pour une émission, et ça fait du bien de se retrouver pour une émission un petit peu spéciale. Puisqu'on a clôturé notre premier arc d'émission sur la création du jeu de société, c'est-à-dire en partant d'une idée basique, alors basique entre guillemets, et arriver à la signature, à la sortie du jeu dans le commerce et tout ça. Donc la vie de la création d'un jeu de société. Et en fait, on s'est dit, comme on l'a dit depuis quelques épisodes maintenant, qu'on ferait une petite FAQ, une foire aux questions, en disant on a pas mal de petites questions qui reviennent régulièrement et ce serait pas mal d'essayer d'y répondre de manière un peu à la volée ou de profonde suivant les questions. Donc on a posté ça un peu partout. On a eu pas mal de réponses. J'étais un peu stressé, je t'avoue, là-dessus, en me disant hey, s'il faut, on n'aura jamais de questions. Et c'est vrai qu'on en a eu vraiment plein au final. Je pensais vraiment pas qu'on aurait un tel petit engouement, ça fait plaisir. Ouais, c'est agréable. Donc voilà, donc merci à tous ceux qui ont pris le temps de nous poser des questions via divers biais, DM, Twitter, Discord et je sais pas où encore. Ce que je te propose, c'est de se lancer en direct comme ça, et puis j'ai ma liste de questions que tu as vues, bien sûr, histoire de pas te prendre en traître. Et on va commencer on va commencer sur un truc plus généraliste, donc qui concerne l'émission en elle-même. La première question, c'est comment vous est venue l'envie de faire cette émission. Vas-y, je t'en prie, si tu veux répondre. En plus, je m'en souviens parfaitement. Ça vient d'un double truc qui est... Au départ, moi, ça fait longtemps que je voulais parler de la création de jeux et j'avais comme projet de monter une chaîne YouTube, mais en fait, c'est beaucoup trop de travail et je sais pas faire. Donc ça fait longtemps que j'avais envie, tout en ayant parfaitement la flemme. Aussi parce que j'arrivais pas à faire un truc un peu à l'arrache. Je voulais une belle qualité de vidéo, une belle qualité de montage, et clairement, c'était hors de mes moyens et de mes capacités. Et ça vient d'un épisode spécial du Défaussé qu'on a enregistré ensemble, où vous m'aviez invité avec Alex et l'excellent Commis des Comics à faire une partie du JDR Alien. Et donc on a enregistré cette émission, on a bien papoté, c'était très très chouette. Ouais. Puis on a gardé un peu pendant quelques temps un fil de discussion sur Twitter où on s'envoyait des trucs. Et je pense que j'ai ouvert un moment une parenthèse en disant ah là là, le Commis des Comics, donc il y a une chaîne YouTube qui parle de comics, je suis vachement impressionné par la qualité de ta chaîne, d'autant que j'ai essayé un peu et en fait c'est ultra dur, du coup moi j'en ferai jamais parce que c'est trop de boulot quoi. Et derrière un peu je pense tous les deux un peu genre ah ça serait cool, moi on me dit ah ça serait cool si Zef il me disait qu'on avait qu'à faire un podcast, et toi un peu genre ah ça serait cool si je proposais à Théo de faire un podcast, mais j'oserais jamais. On a fini, je sais plus qui a fait le premier pas, mais je pense que c'est toi. Ouais c'est moi, c'est par moi. Lancer le truc comme ça. Qui osé en mode bon je veux pas profiter de la situation que tu viens de lancer, mais bon je le fais quand même au cas où. Non et t'as bien fait pour le coup. Ouais mais c'était moi j'étais un peu stressé dans l'idée parce que c'était un peu ouais j'avais l'impression de sauter sur une occasion qui m'était tendue mais que j'osais pas prendre, et puis et voilà. Et après tu m'as effectivement envoyé un test que tu avais fait sur SoundCloud. Ouais tout à fait, une émission que j'avais enregistrée pour faire un journal d'auteur de fou. Ouais, qui était assez intéressante. Puis à partir de là on s'est proposé le truc, on a monté le conducteur, enfin en se disant qu'est-ce qu'on a envie de faire, et puis voilà quoi. C'est à noter que c'est allé très très vite après, dès qu'on a un peu lancé l'idée, je pense que 2 semaines après on avait déjà un peu un squelette de ce qu'on allait faire, 3 semaines après on avait un nom de podcast et un logo, et on enregistrait dès ce moment-là quoi, c'est allé très très vite. Ouais, parce que ça j'avoue, j'aime pas moi commencer un projet ou avoir l'idée d'un projet et le laisser un peu en berne comme ça. J'ai l'impression qu'au bout d'un moment il n'avance plus et que tu l'oublies facilement et que tu n'oses plus le reprendre. Alors que quand t'es chaud et un peu dans le truc de la passion, de l'envie tout de suite,
Alors au moins ça lance le truc, puis tu t'améliores très vite derrière, quoi. 100%. Deuxième question, est-ce que vous avez déjà planifié tous les thèmes et épisodes que vous aimeriez faire? Non, on n'a pas tout planifié. On avait planifié au moins jusqu'à l'épisode 11, si je dis pas de bêtises, donc qui était vraiment toute la création et le fait d'arriver jusqu'à la sortie du jeu. Et après, on s'est dit qu'on avait plein de choses à dire et à faire, mais je crois pas qu'on ait tout planifié, non? Non, ça s'est vraiment passé où on a fait ensemble ce petit découpage grand sujet par grand sujet de la vie d'un jeu, ce qui nous a fait ces 11 premières émissions. Et puis après, en fait, on rebondit vachement de « tu te souviens, à un moment, on avait dit que ça serait trop cool de parler de critique de jeu. Ah, vas-y, on essaie de se programmer une émission. Mais on avait dit que ça serait cool et ça serait un bon sujet. » Et donc, on rebondit un peu à la volée, un peu à l'envie aussi. Et donc, clairement, on a des nouvelles idées de thématiques assez régulièrement qu'on saisit. Donc, vraiment, tout n'est pas planifié du tout pour le coup. Non, clairement pas. Et là, effectivement, il va y avoir la prochaine vague d'émissions va être beaucoup avec des interlocuteurs en plus, interlocuteurs-interlocutrices qui vont arriver et qui vont avoir à chaque fois être là pour une émission un peu spéciale sur un thème très spécifique. On va pas vous spoiler, mais effectivement, il y a plein de choses à dire là-dessus. Et je pense que c'est quasi infini, hein, le nombre de sujets qu'on a envie de traiter à chaque fois, c'est affolant. Il y a plein de choses qui viennent, ouais. Quelle forme va prendre l'émission maintenant? Bah voilà, c'est ça, vous allez voir, il va y avoir plein de petites choses qui vont arriver au fur et à mesure. De nouveau, une nouvelle guest attendue, bah oui. Est-ce qu'on citerait des gens qui vont arriver? On va avoir une émission. Je sais pas dans quel ordre elles vont arriver, j'ai plus en tête là tout de suite, mais il va avoir Monsieur Guillaume de Trick Track. Il y a Rexou qui nous a fait le plaisir de répondre à des questions. Il y a Alex du Défaussé avec Monsieur Guillaume parce que j'avais trop envie de l'avoir dans l'émission aussi. Parce qu'elle a la plus belle voix du podcast game aussi. Donc. Oh putain. Tu lui rediras parce que ça, je pense qu'elle a du mal à l'encaisser. Moi vraiment, je pourrais l'écouter parler pendant des millénaires, je crois. Ah putain, grave. Voilà. Pourquoi le nom 6388? Est-ce qu'on le dévoile? Non, on va pas le dévoiler. Non, voilà. c'est le truc, c'est que c'est trouvable. Vraiment, en cherchant un peu, ça a été dévoilé plusieurs fois et vraiment, ça peut se trouver. Donc, on laisse le petit mystère. Exactement. Est-ce que vous allez revenir en arrière et traiter des sujets plus internes à la conception de jeu? Alors oui, sous un autre format, et ça va rejoindre un peu la question suivante qui était est-ce que vous allez faire d'autres podcasts sur le suivi de projet et la relation auteur-jeu? Bah tiens, je te laisse répondre pour le coup. Ouais, je pense que c'est quelque chose qu'on va continuer d'explorer. Alors on n'en a pas trop encore parlé, mais un peu au gré de mes sorties, je pense que quand j'aurai des jeux sur lesquels il y a des choses à raconter, on n'hésitera pas à se dire ah bah tiens, on peut faire un épisode spécial sur tel jeu pour raconter un peu son histoire. On avait plutôt eu des bons retours sur l'épisode sur The Loop, vous aviez plutôt bien aimé cet épisode, donc un peu sous ce même format. Et on explore, alors c'est très... J'en parle, mais en même temps, c'est vraiment pas une promesse d'épisode à la fin parce que c'est vraiment expérimental. Mais on explore avec Maxime Rambourg de nouveau l'idée d'enregistrer régulièrement des émissions sur un projet sur lequel on travaille, en se disant que on sait pas si ce projet sera édité, on sait pas si ça va aboutir, on sait pas où on en est, mais ça nous permet d'avoir une espèce de traçabilité. Donc on enregistre des discussions à 3 avec Zef où on parle des avancées de ce projet, et à la fin ça fera peut-être une belle série d'épisodes. Peut-être pas si jamais le projet s'étouffe de lui-même, mais pour l'instant ça nous amuse en tout cas. Ouais, effectivement, c'était amusant comme proposition de se dire tiens, si on suivait le truc au fur et à mesure avec peut-être l'idée que l'émission sortirait dans 1 an, 2 ans, 3 ans, parce qu'en vrai on savait pas à quel rythme ça allait. Et bon là on n'a pas encore beaucoup enregistré, mais et c'est en grande partie ma faute parce que j'ai eu beaucoup de boulot ces derniers temps et j'ai repoussé pas mal de choses, mais c'était cool, l'idée est cool, moi elle me plaît beaucoup en tout cas, et c'est toujours agréable de parler avec toi et Max de tout ça, quoi. On va passer sur un truc plus généraliste sur la création elle-même. C'était la question sur le syndrome de l'imposteur. On en parlait dans une des émissions. Effectivement, il y avait des conseils qui étaient demandés. Est-ce que toi, tu avais des conseils pour le surmonter, ce petit syndrome qui revient de plus en plus? C'est dur, clairement. Il y a un espèce de truc un peu général de pas résumer et je mets des guillemets que vous voyez pas parce qu'on a l'audio, mais sa valeur à la qualité de son travail. C'est-à-dire que, en fait, dans la création, il faut faire le truc pour le plaisir de faire le truc, et pas se dire je vais forcément créer le meilleur jeu qui va révolutionner le game design du premier coup. Donc ça, c'est vraiment un truc qui moi m'aide à embrasser le truc, quoi, vraiment se dire je fais un jeu parce que j'ai envie de le faire et parce que je m'éclate dessus. Je cherche pas à faire le prochain spiel parce qu'autrement on est forcément un peu déçu par ça. Et puis prendre du plaisir en fait. Clairement y aller, se faire plaisir autour du truc, à 100% réfléchir
pas réfléchir même en fait, plus aller dans émotionnellement faire le jeu qu'on a envie parce qu'on s'éclate, et puis après regarder un peu à quoi ça ressemble. Après c'est des vœux pieux hein, parce qu'on en parle régulièrement, mais moi je suis frappé par un espèce de syndrome de l'imposteur vraiment régulièrement alors que j'ai sorti déjà quelques jeux, mais c'est plus faut un peu cohabiter avec aussi. J'ai appris un moment que, et je pense que c'est le cas pour pas mal de personnes pour en avoir discuté, la créativité c'est aussi un truc qui marche un peu en montagne russe avec des hauts, des bas, et puis en fait des fois je suis dans une situation où je suis un peu bas et du coup ça titille mon syndrome de l'imposteur, mais je vais essayer de moins forcer qu'avant en me disant pas allez c'est pas grave, j'ai pas envie et j'ai pas d'idée pour faire un jeu mais je vais me forcer à en faire un, et peut-être en profiter pour faire des petites pauses dans ces moments là, donc vraiment laisser aller un peu le truc quoi, je pense. Est-ce qu'il y a aussi une façon de se rassurer vis-à-vis des autres quand tu sens ce petit moment de bas arriver sur un projet ou autre chose, prendre le temps d'aller discuter avec des gens pour essayer de se rassurer sur ce que tu fais, sur ce que tu crées, parce que parfois j'ai pas ton savoir ou ton expérience sur ça, mais moi quand je crée des petits trucs d'écriture par exemple, quand je me sens vraiment bête en me disant en vrai ça sert à rien, c'est tout pourri, j'essaye d'aller voir des gens pour demander des avis et ça me permet de me retirer un tout petit peu vers le haut en fait. Moi le partage c'est un bon truc effectivement, parce que généralement en plus en tapant sur les personnes avec qui vous êtes un peu en confiance, les soutiens généralement c'est assez fort. Et puis un peu à l'inverse, mais je me sens vraiment comme un boomer de dire ça presque, mais les réseaux sociaux ça a quand même vraiment un très très mauvais côté à ce niveau-là, et je sais que moi maintenant j'évite typiquement Facebook, Twitter dans les moments où je me sens pas très bien, parce que c'est typiquement les moments où je vais voir passer que Bidule a signé un nouveau contrat d'édition, ou que Machine a son jeu qui fonctionne bien, et que ça peut me remettre un peu les boules, alors que c'est absurde, et donc enlever un peu les réseaux sociaux dans les moments où t'es un peu down, je pense que c'est un bon moyen de se sentir un peu mieux aussi. J'abonde complètement dans ce truc. Les réseaux sociaux ont la mauvaise comparaison en fait, te donnent la mauvaise comparaison, c'est clairement fait. Quand on veut commencer une idée, on a souvent plein d'idées au début, on se laisse impressionner par la difficulté à développer chacune d'elles. Comment réussir à choisir une pour se concentrer dessus et pas se décourager dès le départ? Une bonne question ça. Ah, c'est une bonne question. Moi quand j'ai commencé, clairement j'ai essayé de me focaliser sur un seul projet à la fois, et c'était ce plaisir de se dire ok, j'ai plein d'idées, je les note dans un petit carnet parce que j'ai pas envie de les perdre, mais je me concentre sur un seul projet pour le mener jusqu'au bout et me dire ok, j'ai fini un truc avant d'en commencer un. C'est en partie allez, c'est parti pour la pièce, mais c'est Bruno Catala qui un jour m'a dit c'est très facile d'avoir une idée, c'est assez difficile de faire un jeu. Et il avait assez raison en fait. Avoir plein d'idées de jeu, je pense que vous qui nous écoutez tous et toutes, vous en avez certainement, et c'est pas un très très grand défi de se projeter sur un truc qui se passe bien. Par contre, réussir à poser un peu sa pensée, commencer à bosser, etc., c'est le moment où ça commence à être un peu du travail. Donc je pense que si t'as plein d'idées, déjà c'est quand même trop bien, donc bravo, mais ça vaut le coup de les noter toutes, et d'en choisir une qui te chauffe un peu plus, et d'essayer de l'explorer le plus loin possible. Avec quand même un côté de, si à un moment t'es face à une impasse, comme t'as plein d'idées, mets de côté cette idée-là, et puis commence par un autre truc. Mais pareil, je me sens un peu gourou, et c'est vraiment pas le but, mais en fait il faut y aller un moment quoi, et à un moment c'est aussi assez naturel je pense de se mettre un peu tous les obstacles à pas se lancer complètement parce que ça fait un peu peur en fait de se lancer dans la création, et même moi régulièrement sur des projets sur lesquels j'ai pas trop envie d'avancer ou sur lesquels j'ai pas encore l'idée qu'il faut, je vais me cacher derrière ah mais il faut que je nettoie mon imprimante, ah mais attends il faut que je passe un coup de balai dans mon bureau, ah mais mes boîtes de prototypes sont mal rangées, je vais ranger ça, ah j'ai pas eu le temps de travailler du tout aujourd'hui quand même, alors qu'en vrai c'est juste je repousse l'échéance, et donc des fois faut un peu s'auto-mettre ou le mettre en utilisant un autre biais que j'évoque juste après, mais des fois il faut se mettre un peu le petit coup de pied qui permet de se lancer, voire se l'imposer un peu. Moi de plus en plus, là on enregistre, j'ai pris un rendez-vous avec un éditeur pour lui présenter des protos dans 15 jours, j'ai un demi-proto à lui présenter. Et donc forcément, je vais pas avoir le choix, à un moment il va falloir que je m'y mette à 100% et que je prenne ces idées pas encore complètement finies pour avancer à avoir quelque chose de présentable, parce que autrement je vais avoir l'air ridicule. Donc se fixer un peu des deadlines, c'est un bon moyen
quand on aura le droit, les festivals, c'est un bon moyen d'avoir des deadlines. Se dire, je veux montrer un truc à Cannes, ok, bah mon objectif c'est pour le festival de Cannes, ou pour Essen, bah je termine ce prototype, il est prêt, je pourrais le montrer. Bah c'est un bon moyen de voir un peu des échéances aussi. Moi, j'ai un biais que je remarque souvent dans plein de... Pas que ce soit dans ma vie pro ou dans ma vie entre guillemets créative, c'est le biais de l'erreur en fait. C'est dire j'ai peur de faire une bêtise et du coup j'ai peur que ce que je fasse ce soit nul ou que tu vois, enfin, ce qui est classique dans le truc. Mais en vrai j'essaye juste un moment de me dire ok bah en fait tu sais quoi, ce sera nul, tu auras fait une bêtise, on te le dira et ensuite bah tu feras mieux et puis tu avanceras différemment. Et en fait c'est juste passer ce cap de bah c'est pas grave, je vais créer ce truc, ce sera peut-être une erreur, on va et en fait bah il y a pas de mal là-dessus. Il faut juste essayer de se donner ce petit coup de pied au cul et passer ce petit découragement, je pense. C'est un peu délicat, mais... Ouais, 100%. Et c'est pour ça aussi que je conseille régulièrement de faire des protos moches, parce qu'en fait, ça va vite, et donc t'es un peu moins deg quand ça marche pas. Ouais. Prenez... alors, si ça vous fait plaisir, moi je sais que je me réfrène sur ça, parce que j'aime bien faire des gros protos et prendre vraiment énormément de temps, on en a déjà parlé. Mais des fois, je passe quand même, quand mon idée, elle m'a l'air pas encore très mûre, par un proto avec des morceaux de papier écrits à la main, parce qu'en fait, bah si c'est nul... Ça m'a pris 1 heure de construire le proto et donc je suis un peu moins déçu que si j'ai passé 2 jours. Quoi. Ouais, je vois complètement. Question suivante, avec une comparaison sur le jeu vidéo, il explique qu'il y a 2 écoles de game design. Il y a l'occidental qui met l'accent sur une histoire ou un thème et l'école japonaise qui met l'histoire l'accent sur la mécanique. Est-ce que c'est un peu pareil sur le jeu de plateau et en fait il met l'exemple de jeu à l'allemande est-ce que on avait parlé dans tout le premier épisode, c'était le sujet du premier épisode d'ailleurs, à savoir de quoi on parle de l'un et l'autre. Il y a pas vraiment, enfin tu me corrigeras, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment d'école typique là-dessus entre guillemets, genre l'école allemande ou l'école à l'occidentale ou à la française ou à la truc. Mais j'imagine il y a 2 ou 3 façons de créer des jeux, il y en a même 1000, non? Ouais, c'est ça. Déjà, ce qu'on appelle le jeu à l'allemande est de moins en moins fait par des Allemands. Enfin, il y a toujours des Allemands qui en font, mais il y a un beau groupe de game designers, notamment en Italie, qui font des très très bons jeux à l'allemande, alors que les Italiens sont plutôt italiens que allemands, généralement. Après, il y a quand même des grandes tendances, mais c'est plus, j'ai l'impression, des tendances de genre de jeu que des tendances de type de conception. On fait effectivement toujours un peu le distinguo entre Eurogame, on va dire, plus que jeu à l'allemande maintenant, et Ameritrash, qui sont des jeux plus dans l'ambiance de jeu qui va ressortir que dans la stratégie. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur les termes et vraiment les définir, parce que je pense que même jeu à l'allemande, c'est un peu... on en parle sans forcément le dire, donc jeu à l'allemande, Eurogame et Ameritrash, juste pour définir bien les choses. Ouais, clairement, on fait assez facilement le distinguo entre ce qu'on appelle le jeu à l'allemande et l'Eurogame, c'est un peu la même chose. Je forcément, écouter des longs débats sur ça, je vais résumer forcément assez fort, qui sont des jeux qui sont plus centrés autour d'une expérience de jeu, autour des mécaniques avant tout. C'est des jeux souvent avec des thèmes assez froids, un univers graphique qui est parfois pas très immersif, on va dire. En gros, si vous jouez à un jeu sur lequel il y a des cubes en bois et qui porte le nom d'une ville allemande et où les nuances de couleurs c'est marron et vert, c'est généralement ce qu'on appelle un jeu à l'allemande. Avec quelques maîtres du genre, on peut penser à Hugo Rosenberg ou Stefan Feld, pour citer des Allemands. C'est aussi souvent des jeux assez compliqués et avec une grande richesse de jeux. On les oppose généralement sur les gros jeux, on va dire les jeux un peu plus compliqués, un peu plus longs, aux jeux Ameritrash, souvent faits par des Américains, mais évidemment pas que, qui sont des jeux qui vont mettre au cœur de l'expérience de jeu plutôt un rapport thématique, et plutôt un rapport émotionnel autour de ce qu'on va vivre. C'est des jeux souvent un peu moins stratégiques et des jeux sur lesquels le hasard est un peu plus important. Si vous pensez aux jeux Fantasy Flight Game avec plein de figurines où on lance des brouettes de dés et à la fin on se fait dévorer par Cthulhu, c'est plutôt ça qu'on va qualifier d'Ameritrash. Évidemment, sur ça, il y a une infinité de nuances maintenant, aussi parce que ça prend assez peu en compte les petits jeux, on va dire, qui sont un peu moins catégorisés. On a tendance à les ranger un peu dans une grande catégorie qui est le jeu familial, mais en fait ça veut globalement rien dire. Mais sur les écoles de développement pur, j'ai l'impression que les gens ont tendance à passer un peu de l'un à l'autre, et c'est plus une question de culture en fait. Je pense que si tes jeux préférés c'est des jeux avec des cubes en bois un peu compliqués sur lesquels le hasard est peu présent, tu vas assez naturellement te diriger vers ce genre de conception à un moment ou à un autre.
mais pas forcément parce que t'es au sein d'une école de game design, mais plus parce que ta préférence va autour de ces jeux-là. Oui, du coup, c'est plus l'envie, et la passion qui va aussi diriger ton idée créative, et ce qui est logique en fait. En vrai, c'est ce que tu connais que tu arrives à le mieux maîtriser, donc à développer le plus. 100%. Question sur les jeux sous licence. Alors, les droits d'auteur sont divisés entre auteur de jeu et celui de la licence, ce qui fait que les illustrations sont payées en droits d'auteur au même titre que l'auteur du jeu. Une piste dans ce débat sur le co-autorat. Alors je suis pas persuadé de ça en fait, mais tu vas sûrement me corriger. J'ai l'impression que plutôt que les jeux à licence, on paye la licence, donc on paye ce qu'on va intégrer dans le jeu. Je prends l'exemple par exemple de Legendary Encounter, enfin celui qui traite d'Alien. J'imagine que Upper Deck a payé la licence Alien à qui de droit. Je sais pas qui la détient pour le côté comics en tout cas, parce que c'est les comics. Et du coup, en fait, achète un certain nombre d'images qui appartiennent à son auteur, enfin un auteur ou à la personne qui détient la licence, et ensuite les met dedans, mais il les paye un certain prix au moment où il dit je veux utiliser cette licence, et il va pas repayer l'auteur derrière, parce que l'auteur, techniquement, a cédé ses droits d'image à la personne qui détient le tout. J'ai dit une bêtise ou pas? En fait, généralement, tu payes un forfait qui est quand même des droits d'auteur, enfin des royautés, un forfait sur chaque boîte vendue aux ayants droit, donc aux gens qui possèdent la licence. Voilà. Après, ça n'a pas un rapport directement lié aux illustrations, mais effectivement, régulièrement quand même, ça t'ouvre, ce que tu disais, accès à un pack d'illustrations que tu vas souvent pas payer, mais plus qui te sont fournis parce que tu vas payer un pourcentage sur tes boîtes, et donc au-delà de l'exploitation de la licence, ça te permet d'avoir aussi un accès à ce pack d'illustrations. Après, c'est pas considéré comme du co-autorat. Très clairement, la personne qui crée les mécaniques du jeu, ça reste l'auteur ou l'autrice. Après, c'est aussi net que sur les quelques jeux à licence sur lesquels j'ai pu travailler, notre proposition de pourcentage était plus faible, non pas parce qu'il y avait une notion de on prend le pourcentage habituel et on le partage avec la licence, mais plus parce que les coûts de production du jeu étaient tellement bouleversés par cet acteur supplémentaire que l'éditeur allait un tout petit peu l'impacter sur tout le monde, y compris sur l'auteur ou l'autrice. Oui, ce qui paraît cohérent dans le truc. Donc du coup, en reprenant un exemple de Star Wars par exemple, on paye sa licence à Disney, pardon. On paye sa licence à Disney en disant voilà, j'aimerais faire un jeu sur Star Wars, combien ça me coûterait pour faire ça? C'est une base à 10 000 balles, et dedans tu as un pack de images, photos et classiques, et si tu veux plus, j'imagine que tu payes plus. Mais surtout, c'est un pack à 10 000 balles, mais c'est aussi un pack à, et pareil, j'ai pas les vrais pourcentages, mais à genre 12% de tout argent que tu vas gagner sur le jeu. Bien sûr, oui. Oui, c'est ce que tu appelais les royautés qui vont avec, mais voilà. Mais effectivement, la personne qui a appris les photos ou qui a dessiné Luke Skywalker que tu as utilisé dans ton jeu, elle a déjà été payée par Disney en général, et elle va rien retoucher derrière. C'est ça. Si c'était la question. Question suivante, une remarque. Non, voilà. Question suivante, comment passer à un autre projet et changer de style de jeu? On en a parlé dans l'émission précédente, si je ne dis pas de bêtises. Comment rebondir pour la suite? Mais c'est un peu comme vous voulez, ça revient, je vais souvent répondre ça, mais faites un peu les jeux que vous avez envie de faire. Et donc, naturellement, si d'un coup t'es à fond dans les jeux pour enfants, ça sera facile de changer d'un jeu très gamer à un jeu pour enfants. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de prise de tête à avoir sur ça, faut vraiment aller là où ta créativité t'emmène en fait. Une autre question qui est plus pour toi directement, du coup, est-ce qu'à travers tous tes jeux, tu as toi-même l'impression de retrouver des mécaniques ou des idées qui te reviennent sans cesse? Ah, c'est dur ça. Je sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'il y a des choses que j'aime bien et qu'on peut les retrouver pas régulièrement mais ponctuellement. Typiquement, j'adore jouer dans la boîte. Je sais que c'est un truc qui me plaît beaucoup, et donc ça se voit dans La Maison des Souris, dans Détective Charlie, dans Flying Goblin, dans Ninja Academy, entre autres. Je crois que j'en oublie pas. Et c'est un truc qui me plaît bien. Après, c'est rarement conscientisé en fait. C'est plus à un moment quelqu'un m'a fait remarquer que j'avais sorti quelques jeux qui reposaient sur des mechas ou des principes un peu similaires, et je me suis dit ah ouais tiens c'est vrai effectivement. Et après pareil, c'est une question d'affinité, mais il y a des choses que j'aime bien en termes de design, et donc je vais naturellement les remettre un peu dans les jeux sur lesquels je travaille. Et le défi derrière, c'est de réussir à pas se répéter pour le coup.
de pas développer tout le temps le même jeu parce que ça serait problématique pour lui. Après, ça peut être une marque de fabrique, mais c'est pas forcément une bonne chose en termes de renouvellement, quoi. Question suivante, est-ce que tu fais la distinction entre le sculpteur... Alors là, c'est vraiment un peu métaphysique presque. Est-ce que tu fais la distinction entre le sculpteur et le peintre? Le sculpteur qui a une idée avec un bloc de départ, qui retire un peu tout autour pour arriver à son œuvre qui est à l'intérieur, ou est le peintre qui fait plein de croquis, des grandes lignes jusqu'à trouver son œuvre à l'intérieur de tout ça? Tu es plutôt de quel type? C'est rigolo parce que ça rebondit bien et c'est un bon moyen d'expliquer ce qu'on a évoqué déjà ponctuellement sur ce côté de... Moi j'ai tendance à faire un proto très vite et à faire un proto nul et à l'affiner, donc je me sens plus sculpteur, aussi parce que j'aime bien en mettre beaucoup au départ et en enlever beaucoup après. Ça me dérange pas d'avoir 5 mécas de trop sur un premier proto et me dire ok, c'était cool, mais peut-être que les 8 scoring, là, en fait, 3, ça va suffire et j'en enlève. Là où il y a des auteurs, des autrices qui ont plus tendance à intellectualiser un peu le process, à le réfléchir un peu plus longtemps, qui sont peut-être un peu plus des peintres et qui font directement un truc qui fonctionne un peu mieux. Donc j'aime bien cette idée et si jamais je dois me projeter, je suis vraiment plutôt sculpteur que peintre. D'accord, marrant. Je te voyais plus peintre du coup, mais ça marche. Ça ressemble à quoi un contrat d'extension dans les cas suivants? Si tu es l'auteur du jeu de base et de l'extension, si tu es l'auteur du jeu de base mais pas de l'extension, j'imagine, la question était un peu mal posée, et si tu es l'auteur de l'extension mais pas du jeu de base, ok, donc dans les 3 cas, je fais les deux, j'en fais qu'un et de chaque côté. Est-ce que tu as une idée là-dessus ou pas? Ouais, alors ponctuellement, il n'y a pas de contrat pour l'extension. Quand tu es l'auteur du jeu de base, tu peux avoir signé un contrat qui prend déjà en compte ton extension, et donc il peut y avoir un avenant ou il peut ne rien avoir, et ça peut suffire en fait, pour le coup. Si tu es l'auteur du jeu de base, mais pas de l'extension, c'est clairement un deal à trouver avec l'éditeur, c'est-à-dire que moi aujourd'hui, c'est pas possible, dans la plupart de mes contrats, que quelqu'un fasse une extension pour un de mes jeux, si je n'ai pas sollicité cette personne. Mais dans le cas où ça arriverait, et typiquement c'est un peu le cas sur Détective Charlie, où on se partage un peu le travail avec les faits hilar, et dans ce cas-là, il y a une distinction qui est faite en termes de droit sur le fait que je suis l'auteur de la mécanique principale, et ce sont les autrices de scénario, et donc on a un partage de royauté qui est, je peux pas vous donner la clé exacte, mais qui est, je pense, un peu plus pour moi. Et je dis je pense parce qu'en fait moi j'ai pas accès à leur contrat, pour le coup elles l'ont négocié aussi de leur côté, et en fait je m'en fiche un peu, hein. Elles touchent ce qu'elles ont négocié et ça me pose pas de problème. Et l'auteur de l'extension mais pas du jeu de base, pareil c'est souvent des droits qui sont un peu plus légers parce que forcément t'as une partie de ce que t'as créé qui appartient à l'auteur du jeu de base, et donc il y a un partage qui se fait de cette manière là. Mais tout ça c'est affaire de négociation. Mais ce qui est clair, c'est que si demain je me projette sur un cas de figure qui n'arrivera pas, hein, mais je sais pas, il y a Alan Moon qui me dit « Hey, vas-y, ça me ferait trop plaisir, fais une extension pour les aventuriers du rail », et que je travaille dessus. Moi, en tant qu'auteur, c'est assez clair que même si je fais 99% de l'extension, Alan Moore est aussi co-auteur de cette extension parce qu'il a créé le jeu de base sans lequel l'extension n'existerait pas, et donc il touche un pourcentage sur les droits d'exploitation de cette extension parce qu'elle existe grâce à lui en fait. Oui, ce qui paraît cohérent en vrai, mais du coup, pour résumer, en fait, tout vient avec un avenant ou avec un contrat d'avenant en fait sur une extension déjà existante, sur un jeu déjà existant. Ouais, et puis après tout est négociation avec l'éditeur pour trouver le truc dans lequel tout le monde est satisfait, quoi. Est-ce que... Alors, il doit y avoir une blague dans ces questions, parce que je l'ai pas du tout en fait. Est-ce que la création des jeux, c'est comme la capacité de manger de gras sans grossir? On est dans le sens naître avec, ou est-ce qu'il y a l'espoir que ça se développe un jour? Je vois le truc, hein, parce que, mais à mon avis, c'est parce que tu fais partie de cette catégorie de gens, mais moi typiquement, si je mange très gras et je bois beaucoup d'alcool, je suis vite gros. Enfin, du moins, je vais vite grossir, alors que j'ai des bons amis qui peuvent manger n'importe comment et boire n'importe comment et ne jamais grossir. Ce qui est assez frustrant quand t'es dans la situation A, parce qu'il y a un côté de « Mais c'est injuste, moi, les gars, j'aimerais bien manger des frites tous les matins et puis ne jamais grossir. » Et c'est assez inné, c'est un truc que tu peux pas trop travailler. Donc du coup, la question, c'est de dire est-ce que tu es créatif naturellement et est-ce que ça peut se développer, quoi, du coup? Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Et je pense vraiment, par contre, à l'inverse, que on développe des jeux parce qu'on développe des jeux, en fait. Personne s'est réveillé un jour, ou du moins pas grand monde, en se disant « Allez, c'est bon, je suis génial, je fais des jeux et mes jeux, ils sont trop bien, et puis c'est parti. » Je pense vraiment que c'est un outil qui se travaille,
Pas qui se travaille dans le sens, il n'y a pas des exercices à faire, il faut pas se dire, allez, tous les matins, je fais 17 pompes de game design et 63 squats de créativité, parce que ça fonctionne pas comme ça. Mais c'est vraiment un truc que moi je répète et qui, pour moi, est important, c'est faites des jeux et vos jeux, ils seront vraiment nuls au début. Et c'est normal. La première fois que tu prends une guitare, tu peux pas faire le plus beau solo du monde. La première fois que tu prends un crayon, tu peux pas faire un très joli dessin. Même si il y a des gens qui y arrivent, mais c'est très très rare. Le game design et la création de jeux, pour moi, c'est un peu pareil. Mes premiers protos, ils étaient beaucoup moins bien que mes protos d'aujourd'hui. Et je pense que mes protos dans 10 ans, ils seront meilleurs que les protos que je fais en ce moment. Ça m'empêche pas de réussir à faire des jeux qui me plaisent et qui sont satisfaisants. Et comme pour les et je vais dire un gros mot, mais comme pour la plupart des artistes, peut-être que je ferai le chef-d'œuvre de ma carrière aujourd'hui ou demain, et que 10 ans plus tard, j'arriverai pas à refaire des trucs aussi excellents. Mais dans tous les cas, ça se développe et il y a une notion d'apprentissage, quoi. Ça, j'en suis persuadé. J'ai envie de dire, à partir du moment où il y a des écoles qui te permettent d'apprendre des trucs qui sont liés au game design, liés au gameplay ou au reste, tout peut s'apprendre. Bon, il n'y a pas encore d'école de jeux de plateau, mais quoique si, il y a des cours qui t'apprennent le game design à travers le jeu de plateau. Je sais qu'il y en a aux États-Unis parce que j'écoute un podcast qui est relatif à ça. Mais du coup, ouais, tant que ça s'apprend quelque part, en vrai, tu peux l'apprendre. Après, t'as des affinités particulières, mais... Mais 100%, par contre, on peut rien faire sur la capacité de manger sans grossir, je suis désolé. Malheureusement, ça, je ne saurais pas répondre. Je ne mange pas gras et je ne bois pas d'alcool. Donc voilà. Comment attraper et fidéliser ces testeurs ? En payant la pizza qui va avec, non ? Je pense. Ouais, c'est ça. Les deux secrets, c'est la bouffe et la sympathie. Comment attraper ces testeurs ? Moi, les testeurs avec... Alors, je dis ça, mais en même temps, je les ai pas vus depuis presque 1 an parce que c'est le Covid. Mais dans l'absolu, c'est plutôt des gens que j'ai rencontrés dans des contextes divers et variés et qui avaient une affinité pour les jeux et où je me suis dit, tiens, en plus, ils ont l'air sympas, je suis sûr que ça va être chouette. C'est presque l'inverse, j'attrape des testeurs pour après que ça devienne mes amis. Et donc c'est presque un piège je fidélise mes testeurs pour avoir plus de copains à la fin. Et après, en fait, le grand truc, c'est les soirées tests à la maison, c'est des bonnes soirées, en fait. Parce que je cuisine un truc et j'essaye de faire un truc un peu sympa et normalement je cuisine pas trop mal, parce qu'on ramène des bières pour ceux qui veulent, des chips pour ceux qui veulent, des gâteaux pour la fin parce que c'est la teuf, et après on joue et je mets pas une pression sur mes testeurs. Vraiment, comme c'est un truc qui est bénévole, la seule chose qu'ils ont à gagner, c'est ils ne payent pas leur repas quand ils viennent chez moi, mais un peu comme quand t'invites des amis d'une manière générale quand même. Mais le seul truc qu'ils ont à y gagner, c'est passer une bonne soirée. Donc si jamais t'es trop froid, un peu relou à dire attendez, je vais vous faire remplir une petite fiche avec vos retours et qu'il y a un truc très scolaire un peu relou, clairement si les gens ils s'amusent pas, ils reviendront pas. Mais si par contre ok, toi t'as un peu réduit ton programme et t'as fait que 2 tests de partie pendant la soirée, mais à un moment vous avez une discussion enflammée sur un sujet et puis à un moment il y a quelqu'un qui est venu t'aider en cuisine et vous avez papoté, là en fait ça fait des choses qui se passent mieux. Soyez sympa en fait, c'est juste. Soyez sympa et puis et projetez-vous pas trop de... Moi je sais que sur mes premières soirées tests, au début j'étais genre ok, je dois tester tel jeu et tel jeu, je vais faire une table et une autre table en parallèle pendant que j'explique ça, les autres ils mangent et clairement c'était de la merde, parce que moi ça m'a mis une pression et donc c'était pas une bonne soirée pour moi et c'était pas une bonne soirée pour les autres, alors que maintenant il y a plus un côté de il y a les testeurs qui viennent ce soir, alors qu'est-ce que je vais faire à manger, ok je vais faire ça, qu'est-ce que j'ai comme proto de prêt, j'ai ça et ça, ça je vais mettre le petit coup de polish, ok j'espère qu'on fera les 3, mais si on en fait que 2 tout va bien en fait. Mais du coup ça veut dire que t'as des soirées prévues proto régulièrement? Ouais, normalement je fais ça tous les 15 jours au minimum, toutes les semaines quand c'était des grosses phases de test. Mais clairement il y avait un côté de... Le jeudi soir, c'est soirée proto chez Théo, j'avais une quinzaine, ou allez plus une dizaine de testeurs autour de moi, et venez qui veut, plutôt en groupe de 4-5, et puis hop, c'était parti, on lançait ça quoi. Il fait bon d'habiter près de chez toi. J'essaye d'avoir une régularité parce que, encore une fois, c'est des très bons moments, donc j'aime bien, et 2, parce que c'est vraiment très utile aussi pour bosser quoi. Oui, ce que j'allais dire, en fait, le fait d'avoir cette régularité toutes les 2 semaines, en fait, ça te met des milestones assez régulières pour avancer quoi qu'il arrive en fait. Et ça, on revient au fait de se donner un coup de pied au cul. En vrai, ça te force à avancer des protos régulièrement pour pouvoir les présenter et les retester. À fond. Ouais. Comment gérer les priorités quand t'as trop de projets en parallèle ? C'est toute ma vie en ce moment. Je sais pas. Moi, j'ai beaucoup de projets en parallèle. J'aime bien faire ça et ça me stimule pas mal d'avoir plein de choses à la fois. Donc j'ai généralement... Là, j'ai changé ma méthode et j'ai fait des petites fiches pour chacun de mes projets que j'ai mis dans un classeur pour pouvoir bien les voir
Et clairement, quand j'ai découpé mes petites fiches, j'en ai découpé beaucoup trop. J'aimerais quand même en avoir un peu moins en parallèle, c'est un peu too much. Mais c'est parce que je me satisfais dans ce truc-là. Je sais que typiquement, Antoine Boza, avec qui je bosse pas mal, Antoine, j'ai des projets avec lui. Régulièrement, sa réponse c'est « Attends, je finis ça et après on en parle ». Et Antoine, il a, je pense, 2 projets en parallèle max parce que... alors en partie parce qu'il peut se le permettre, mais aussi parce que c'est sa manière de fonctionner. Et après, sur la gestion des priorités du jour, pareil, je veux pas rentrer dans des questions de développement. Il y a plein de gens qui parlent beaucoup mieux de ces questions-là, mais moi j'essaye vraiment de prioriser, en fonction de mon envie et de la créativité. C'est-à-dire que de plus en plus, si je dois bosser sur un projet A et que je me pose, je réfléchis et j'ai plein d'idées sur un projet B, et tu sais quoi, projet A, je suis désolé, mais je te remets dans le petit classeur et je vais bosser sur l'autre projet parce que j'ai des idées. Et après, ne pas me laisser submerger par des tâches nulles, en fait. Et de plus en plus, mais je suis pas un bon élève, encore une fois, je le travaille en ce moment, donc c'est rigolo. J'essaye de, typiquement, moins aller voir mes mails, en me disant, en fait, le mail qu'un éditeur m'a envoyé pour me demander les remerciements dans la règle, en fait, si jamais je le réponds demain, ça sera pas un souci, donc je vais rester concentré sur ma tâche et j'irai voir demain. Et donc, essayer de prioriser un peu les trucs, mais vraiment surtout de pas hésiter à profiter du moment, en fait. Dans le sens où s'il y a quelque chose qui vient naturellement sur un projet, feu, alors c'est parti, il faut bosser sur ce projet-là, quoi. Tout en respectant des deadlines quand il y en a, mais en pratique, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Donc en vrai, c'est encore une fois un peu travailler par passion sur les sujets en cours, quoi. Ouais, je pense, ouais. Est-ce qu'on peut faire des jeux qu'on n'aime pas, mais qu'on sait qui plaisent aux joueurs ? Je pense que ça rejoint une des questions qu'on n'a pas encore traitées parce que l'émission n'est pas sortie, mais qui était un peu est-ce qu'il y a des jeux qu'on sait qui vont pouvoir être récompensés facilement ou ce genre de choses ? Clairement, la réponse est plutôt non. En tout cas, chez moi vraiment pas, en fait. Clairement, il y a des jeux que j'ai réalisés dont je suis pas le public cible. En partie parce que j'ai fait des jeux pour les enfants, y compris pour des enfants vraiment très petits. Donc vous doutez que quand je travaille sur le Papa Fourmi chez Ozu pour les 3 ans, c'est pas un jeu auquel j'ai envie de jouer tous les jours, quoi. Clairement, il y avait un côté je voyais ce qu'il fallait que je fasse, j'ai essayé de le faire. Mais ça a toujours été un plaisir, en fait. Et même si j'étais pas le public cible, quand je jouais au Papa Fourmi, je passais un chouette moment et je m'amusais bien, même si je gagnais. C'est un jeu coopératif pour les 3 ans, j'ai pas perdu beaucoup de parties en playtest. Mais en même temps, d'un autre côté, moi j'aime bien avoir ce côté un peu défi et puis sortir de sa zone de confort. Et donc ça m'arrive de m'aventurer sur des terrains de jeu qui sont pas les jeux sur lesquels j'aurais l'habitude d'aller. Typiquement avec Mathieu Aubert, on a travaillé sur un projet qui est un jeu dans la famille des Splendor, si je devais le décrire. Et moi, c'est des jeux qui me laissent généralement un peu à côté. Je les aime pas trop parce qu'ils sont un peu froids, parce qu'ils me racontent pas suffisamment de choses. Je comprends que des joueurs et des joueuses puissent les aimer, mais c'est vraiment pas ma came. Donc sur le point de départ, c'était pas un jeu qui pourrait me plaire, mais forcément en travaillant dessus, en mettant ma patte, maintenant c'est un jeu que j'aime d'amour, et parce que je suis parti de ce postulat qui était un truc qui me plaisait pas trop, mais je l'ai dévié et je l'ai amené tranquillement vers un terrain qui était comment est-ce que moi je pourrais travailler sur un Splendor-like, pas un Splendor-like dans le sens c'est pas les mêmes mechas, mais un jeu qui est dans la famille de Splendor, mais qui me plairait complètement. Et ça, j'aime bien cet exercice par contre. Donc en fait, la réponse elle est un peu oui, si on aime se challenger sur un truc qu'on sait ne pas forcément apprécier, pour pouvoir essayer de l'apprécier derrière, et au moins créer ou améliorer la mécanique pour arriver à un truc qu'on aimerait nous avoir en fait. C'est plutôt ça. Clairement. D'accord. Et le problème, c'est que si t'aimes pas ton jeu, tu le signeras jamais chez aucun éditeur. Parce que le moment où tu vas devoir le défendre, le moment où tu vas devoir le présenter aux éditeurs en disant « Regardez, j'ai fait ça, c'est super, vous devriez le signer », si dans le fond de ta tête, tu te dis « Ouais, mais moi je trouve ça nul », je peux pas avoir la malhonnêteté intellectuelle de le faire, en fait, j'y arriverai pas. Mais même sur les jeux de commande ? Ouais, même sur les jeux de commande, clairement. Ce qui est un peu différent sur les jeux de commande et ce qu'on a pu faire avec Kaedama, c'est il y a une réflexion autour de la cible qui est un peu plus importante parce que c'est un peu plus clair de qui tu vas devoir toucher avec le jeu à la fin. Mais si à un moment on se dit ouais, notre jeu il est nul en fait, jamais on n'est pas capable en fait. Parce que on saura pas mentir à l'éditeur et parce qu'à la fin ça risque de nous porter plus préjudice que qualité. Et puis parce que non vraiment moi je veux pas être en festival et quelqu'un me dise oh putain j'ai joué à ton jeu là, c'est vraiment que ce qui s'est passé quoi. Et de devoir dire ouais je sais, moi je l'ai fait pour l'argent. Hein, tu sais, c'est juste pour ça que j'ai fait ce jeu quoi. En aucun cas c'est possible, en partie parce que on en a parlé 1000 fois mais ça rapporte pas assez d'argent pour que ça vaille le coup.
et en grande partie parce que j'ai envie d'aimer mes jeux et de pouvoir les défendre. Et donc pour ça, faut les aimer, quoi. Est-ce qu'il y a un nombre de playtests minimum avant de présenter le proto à un éditeur ? On en avait parlé, je crois, sur l'émission juste avant justement la présentation où on rechercher un éditeur. Mais grosso modo, c'était de mémoire, non, il n'y en a pas. Il faut juste être sûr de soi ou se sentir un peu à l'aise et à un moment sauter le pas, quoi. Ouais, 100%. Je pense la bonne réponse est entre 0 et 150 000. Bon, 150 000, j'exagère un peu. 0, j'exagère presque à peine, pour le coup. Je pense que j'aurais presque pu présenter Détective Charlie aux éditeurs sans avoir fait de partie. Et clairement, quand j'ai présenté Détective Charlie, je pense que des vraies parties posées autour d'une table avec un début et une fin, ça serait presque honteux, mais j'ai dû en faire une dizaine maximum, quoi. Parce que je savais où était le concept de jeu, il fallait que je le pose, et donc j'ai fait un tas de parties, entre guillemets, dans ma tête, j'ai intellectualisé le process pour que ça ressemble à quelque chose de positif au moment où j'allais le présenter, et ça c'est important, mais des vraies parties autour d'une table posée, j'en ai vraiment pas fait beaucoup. Et à l'inverse, c'est toujours mon exemple, parce que c'est de l'autre côté extrême du spectre, j'ai fait 200 parties de The Loop, presque, parce qu'il fallait affiner chaque détail, et parce que le jeu en avait besoin. Donc ça dépend vraiment du jeu et de comment tu te sens. Et il y a des jeux sur lesquels j'ai fait plein de parties de test et je me sens toujours pas de le présenter parce que il est pas prêt, clairement. Et il y a des jeux où vraiment j'ai fait un nombre rikiki de parties et puis en fait ça suffit pour que j'ai confiance en l'expérience de jeu et que je me dise je peux le présenter à un éditeur pour qu'il me fasse des retours. Est-ce qu'on peut présenter un proto avec des règles alternatives dès le début ? Alors je suis pas sûr du terme règles alternatives. Est-ce que c'est dans le sens si ces règles plaisent pas, je peux changer ça, ou est-ce que c'est on a une deuxième set de règles, genre un set pour 2 joueurs alors que le jeu est prévu pour 4, quoi. Ah oui, si c'est si c'est la question numéro 2, oui, ça y a pas de souci de se dire mon jeu il marche surtout de 3 à 6 et il y a des règles spéciales pour 2 joueurs, il y a pas de raison que ça bloque un éditeur. Par contre, si c'est l'autre versant de la question, je pense qu'il faut arriver avec un propos et des règles assez certaines au moment où tu le présentes à l'éditeur. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas ce côté de je peux bouger le curseur. Clairement, il faut arriver en se disant voilà, c'est ça mon propos, c'est ça mon jeu, c'est ça l'expérience de jeu que je veux proposer. Et si l'éditeur il dit ça t'embêterait si on change ça, il faut pas être fermé à la discussion. Mais il faut pas arriver avec un jeu multi-tiroir en disant regarde mon jeu c'est ça, ouais mais si tu préfères un coopératif ça peut être coopératif, et puis si tu veux que ça soit par équipe c'est par équipe, parce qu'à ce moment là ton jeu il a pas de propos et donc il va pas intéresser grand monde en fait. La question suivante rejoint un peu la question sur le nombre de tests avant le proto, mais c'est l'idée de micro-améliorer son jeu et à quel moment on se dit ok on y va. C'est un peu quand on le sent, quoi. Mais quoi qu'il arrive, tu viens d'y répondre aussi en disant à un moment, de toute façon, l'éditeur va prendre le jeu entre les mains, il va lui aussi faire ses playtests et il va faire des retours en disant ok, il faut améliorer ça, il faut changer ça. Donc le jeu n'est jamais quasi finalisé à partir du moment où il est que entre tes mains à toi en tant qu'auteur, mais tant que l'éditeur n'a pas mis les mains dedans non plus. Ouais, puis c'est vraiment un truc, c'est toujours bizarre parce que c'est pas un très bon conseil, mais en même temps je crois que c'est un bon conseil en même temps, mais c'est sentez le truc en fait. Il y a un moment où tu te dis ok, là je pense que ça suffit, ça fait le taf, quoi. Dans quelle mesure peut-on s'inspirer de jeux déjà existants ? Par exemple, tu trouves une mécanique que t'aimes bien et en fait tu pourrais l'améliorer. Alors moi je verrais la question un peu plus loin même, c'est dans quelle mesure tu peux quasi copier-coller un jeu. Alors quasi copier-coller, c'est pas exactement ça, mais prendre une mécanique à 70% qui existe déjà pour faire un jeu identique. Là l'exemple que j'ai un peu en tête, c'est on compare Wonderful World à Seven Wonders en permanence, c'est quasi les mêmes mécaniques de jeu, mais en vrai c'est deux jeux qui sont complètement différents. Ouais, cette question elle a plusieurs points parce que juridiquement il y a rien, on en parle un peu dans un épisode et je vais pas refaire tout le bail là pour une fois parce que c'est vraiment un gros bébé, mais juridiquement il y a pas grand chose qui protège une mécanique de jeu, donc en fait en soi tu peux t'inspirer très fortement d'un jeu existant légalement parlant, à toi de voir comment tu gères avec ta conscience. Et du coup, si la question est plus directe, clairement, moi, je suis influencé par tous les jeux auxquels je joue. J'adore découvrir des jeux, je joue énormément de choses, c'est un vrai plaisir. Et ces jeux-là, ils vont me laisser un truc en fond de cerveau qui, à un moment, va me faire dire « Ah, ok, cool, j'ai bien aimé ce truc, je vais essayer de travailler dessus pour avancer dessus. » En m'en inspirant plus ou moins fortement. Mais dans tous les cas, moi, j'arriverai pas à présenter un jeu où à la fin, pareil, j'aurais le sentiment d'être un truand, en fait. Et It's a Wonderful World, effectivement, c'est un jeu de draft en 3 âges qui reprend des choses qu'on a vues dans Seven Wonders, mais en fait, si tu fais une partie des 2 à la suite, personne se pose la question en se disant « c'est le même jeu ». Il y a vraiment... c'est très très clair, en fait.
Et j'ai l'impression que c'est le cas un peu pour tous les jeux. Si demain je reprends Love Letter et que je change 2 pouvoirs de cartes, bah je me sentirais mal en fait. Parce que si je fais jouer 2 personnes d'affilée, ils vont me dire oui, bah c'est le même jeu, t'as juste changé 2 persos là en fait, mon gros. Et donc il y a un truc de, ouais, pareil, d'honnêteté et de voir le truc. Et donc n'hésitez pas à vous inspirer de grandes mécaniques à partir de jeux comme une source d'inspiration. Mais effectivement, à la fin, bah, il faut qu'un jeu il ait son identité propre et son expérience de jeu propre pour qu'il puisse exister sur le marché. On va passer sur un cas. Alors, il n'y a qu'une question, c'est un peu un cas perso d'une personne, je n'ai pas relevé le nom, je m'excuse pour elle. J'ai un concept de jeu qui nécessite, en plus du matériel de base, une application centrale à la mécanique de jeu. Un peu comme Unlock. Lui n'a aucune idée de comment créer une app et il se dit en fait comment je fais en fait. Est-ce que ça peut intéresser des éditeurs si j'ai pas une app qui va avec? Est-ce que je dois me rapprocher d'un dev, bah, du coup payer éventuellement un mec mais pas être sûr de pouvoir avoir le concept complet? Comment tu conseillerais le truc là-dessus? Moi je pense que la bonne réponse la bonne réponse, celle que j'apporterai c'est plus est-ce que tu as une possibilité d'émuler cette application en ayant une expérience de jeu quasi similaire sans t'embêter à apprendre à développer ou à contacter un développeur. J'ai plusieurs exemples en tête, mais typiquement Tapage Nocturne, qui est un jeu que j'ai fait avec les Lyonnais de Upviews Game, qui est un jeu avec une application, où si je dois vous le résumer, c'est globalement les chaises musicales, sauf qu'on tape sur des cartes. Voilà pour mon pitch du jeu en 3 phrases. J'étais incapable de faire une application qui allait diffuser de la musique avec un temps aléatoire et un son à la fin de ce temps, etc. L'application, c'était impossible pour moi de la faire. Par contre, c'était pas très compliqué pour moi de télécharger un logiciel de montage de son et puis de mettre de la musique et puis de rajouter des bruits à la fin. Et donc mon application en fait c'était une grosse playlist de 50 chansons que je mettais en ordre aléatoire et qui permettait de jouer. Il fallait que je sois là et que j'appuie sur les touches du téléphone, mais ça permettait d'avoir une expérience de jeu suffisamment bonne pour que les éditeurs de jeux puissent se projeter. Tout comme à un moment, ça a moins abouti, mais j'avais un jeu qui demandait une application et je l'avais simulé avec un petit paquet de cartes pour faire du hasard. Et vraiment, je pense qu'il y a plein de moyens d'émuler un peu ça sans complètement bouleverser l'expérience de jeu et donc commencer à réussir à séduire un éditeur. Après, on va pas se le cacher, aujourd'hui, trouver un éditeur pour un jeu hybride, c'est plus compliqué que trouver un éditeur pour un jeu sans application. Parce que c'est un coût de développement à la fin, quoi qu'il arrive, et parce que le marché, Unlock un peu à part, a encore un peu des difficultés à encaisser le jeu hybride. Il y a quelques bons exemples, je parle d'Unlock, on peut penser à... sauf si je mange le nom de ce jeu, ça marchera pas. Mais le jeu d'enquête chez Lucky Duck Games. Chronicle of Crimes, merci. Les 2 jeux ont besoin d'avoir une application, mais ils sont pas perçus comme des jeux hybrides à 100% par le public. Non, clairement. Et aujourd'hui, c'est compliqué de vendre un jeu complètement hybride. Non, j'ai des cas aussi, parce que je pense au Terre de Milieu, par exemple, le jeu chez Edge du Seigneur des Anneaux, qui est complètement hybride parce que t'es obligé d'avoir l'appli pour jouer, qui va elle te dicter ou te rajouter les ennemis et qui va te donner l'histoire. Mais autant le jeu est excellent, mais moi ce que je reproche par exemple c'est d'avoir une application qui est lente et un peu mal fichue. Mais du coup ça rend l'expérience difficile et effectivement je rejoins le côté attention là-dessus, ça doit demander quand même un certain coût pour développer ça, donc il faut vraiment trouver l'éditeur qui veut faire ça. 100%, c'est pas les protos les plus faciles à placer en tout cas. Questions qui sont plus sur le côté auteur un peu personnel vers toi, donc dans les émissions vous avez déjà répondu à beaucoup de questions je trouve, mais ouais on le sait mon gars. Merci. Mais est-ce qu'il y a pour toi une licence sur laquelle tu aimerais bosser pour une adaptation en jeu de société? Tu as intérêt à dire Star Wars là tout de suite, hein. Ou Cthulhu. Pas trop en plus. Cthulhu un peu, Star Wars pas trop parce qu'il y a plein de bons jeux en fait, donc j'aurais du mal à me dire que je pourrais encore y apporter un truc. Cthulhu c'est un thème qui est plus large et sur lequel j'ai l'impression qu'on peut partir dans encore plus de directions et j'ai plusieurs protos un peu sur le thème qui n'ont pas forcément abouti. Après si je dois citer 2 trucs, moi je suis et je pense que j'y pense parce que Unmatch est sorti il y a pas très longtemps, mais j'adorerais développer un jeu plutôt aventure, un peu Buffy, où on jouerait le Scooby Gang et on irait un peu vivre des trucs et bastonner du vampire. Mais en même temps, tout est une bonne source d'inspiration parce que là, en le disant, en fait, j'adorerais faire un jeu One Piece où on explore le monde avec son crew de bateaux et on va d'île en île. Et en même temps, j'adorerais... Je sais qu'il y a eu plusieurs adaptations, plusieurs auteurs qui sont frottés sans que ça aboutisse, mais typiquement faire
un jeu Legacy sur la Horde du Contrevent de Alain Damasio où on avancerait et on raterait au fur et à mesure, qui était un peu... je sais que Serge Lager et Antoine Boza avaient un peu bossé sur ça il y a des années, avant même que le concept de Legacy soit développé. Ça me vendrait du rêve. Il y a plein de trucs et vraiment les œuvres culturelles ont un impact et me donnent envie de développer des jeux, c'est sûr et certain. Tu viens de vendre du rêve avec la Horde du Contrevent, qui est un de mes bouquins favoris. Et franchement, un petit fou style dans une cantina de Star Wars, non, comme ça, là, ça te vend pas du rêve. Ah, si à fond, mais on va mettre kiff édition. Et je vous mets un message. D'accord. Ça serait pas mal. On offrira des boîtes à Zef à la fin. De ouf. Est-ce qu'un auteur est condamné à penser game design 24 sur 7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 C'est un peu, mais je me soigne. Dans le sens où ce qui est clair, c'est que c'est un boulot qui est très très prenant. Le matin, je me réveille, je pense à mes jeux, je prends mon petit déj, je pense à des jeux, je suis sous la douche, je pense à des jeux. Régulièrement, je pense énormément au game design dans ma tête. Là où j'ai travaillé, c'est bizarre à dire comme ça, mais où j'ai un peu changé ma manière de percevoir le truc, c'est j'essaye de ne plus penser au développement des jeux quand je joue à des jeux édités. Et il y a tout un moment où, un peu comme... souvent on parle que les musiciens ils ont du mal à aller à des concerts. Pardon. Horrible lapsus. Il y a un moment où clairement moi je jouais à des jeux et j'avais plus de plaisir à jouer à des jeux édités parce que je voyais les petits trucs qui me dérangeaient en termes d'ergonomie, je comparais à un autre jeu qui existait déjà, éventuellement j'avais une petite jalousie face à la bonne idée en me disant c'est pas moi qui l'ai eu, et clairement ça c'était relou en fait. Et à un moment je sais pas comment bien le dire parce que j'ai l'impression d'avoir choisi presque, mais je me suis dit en fait c'est relou, je vais arrêter et je vais mettre mon masque de naïf et de personne qui aime bien les jeux parce que j'adore les jeux dans l'absolu, et je vais retrouver ce plaisir à jouer quand je joue. Et j'ai réussi un peu à le retrouver, mais ça m'a demandé de faire un peu ça. Et donc paradoxalement la réponse serait presque en fait je pense un peu tout le temps au game design sauf quand je suis en train de jouer à des jeux, ce qui est un peu bizarre. En vrai, j'ai envie de dire, tout ce qui est... dès que tu travailles dans un métier de passion, je pense que tu es obligé de passion créative, je pense que tu es obligé d'y penser un peu en permanence, en fait. Genre, c'est un côté... le coiffeur, j'imagine qu'à chaque fois qu'il voit la tête de quelqu'un et sa coupe de cheveux, il y pense. C'est obligatoire, tu vois. Donc t'as un peu ce côté création qui est obligé d'être là et de vivre avec toi. Quelle est la... Alors là, celle-là, je pense, si t'arrives à y répondre, mon gars, je te félicite. Quelle est la patte d'auteur de Théo Rivière ? C'est très dur, surtout que je suis si je regarde un peu les jeux que j'ai fait, je suis un auteur assez divers. Je suis parti quand même entre... et c'est marrant parce que c'est vraiment mon échelle de mesure, c'est du Papa Fourmi à The Loop, mais entre le Papa Fourmi et The Loop, il y a quand même un monde infini. Je crois que, à mon niveau, j'essaye de proposer des expériences de jeu un peu nouvelles. C'est un peu ça si j'essayais de ressortir ma patte, sans forcément y arriver à chaque fois, parce que évidemment c'est un peu un vœu pieux, mais j'essaye en tout cas quand on joue à mes jeux, les joueurs et les joueuses se dire cool, je crois que j'ai jamais joué à un truc comme ça, sans forcément que ça les branche. Un jeu comme Flying Goblin que je fais avec Corentin, je pense que c'est peut-être le jeu le plus bizarre que j'ai pu faire. Clairement, il y a plein de gens qui n'ont pas aimé le jeu et je comprends pourquoi, mais je pense qu'il est assez unique dans ce qu'il propose. Et en même temps, un jeu comme Fou, alors que des jeux de gages, il y en a plein, il y en avait d'autres, il y en aura d'autres aussi, et j'ai eu le sentiment qu'il amenait quand même un truc qui était assez frais. Donc je sais pas si c'est vraiment une patte, mais j'essaye vraiment quand je travaille sur un jeu, à réfléchir à l'expérience de jeu que je veux amener autour de la table, et à me dire, si elle peut être un peu fraîche, un peu original, ça me ferait quand même plaisir. Est-ce que c'est pas ce que tous les auteurs essaient d'avoir, justement, ce côté un peu original dans un jeu, ou un côté un peu expérience différente ? Je crois on pourrait presque l'opposer il y a des gens il y a des auteurs-autrices qui sont plus sur un développement d'excellence un peu classique. Typiquement, alors je sais pas si c'est vexant, alors je veux pas le vexer si c'est le cas, mais un jeu comme King Domino de Bruno Catala. Bruno, désolé si tu avais en tête de proposer une expérience de jeu extrêmement nouvelle. J'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai joué à King Domino, et c'est un jeu que je trouve extraordinaire, brillant, mais ça m'a pas apporté une expérience de jeu bouleversement différente de pas mal de jeux auxquels j'avais joué. Mais par contre, elle était infiniment mieux faite que la plupart. Ce qui est déjà un peu un bouleversement en soi, en fait, quand j'essaie de l'expliciter. Mais c'était pas... Ça m'a pas sorti de ma zone de confort de joueur, en fait. Je me suis pas dit, tiens,
j'ai jamais joué à un truc comme ça. Je me suis juste dit, tiens, c'est vraiment mieux que tous les autres trucs auxquels j'ai joué du même acabit. Ouais, chose que ce qui est aussi un tour de force. Et je pense qu'on peut naviguer un peu entre les deux. Quand on fait Draftosaurus, c'est pas le premier jeu de draft, c'est pas le premier jeu où on collectionne des trucs, c'est pas d'une originalité folle, mais on a essayé de le faire à notre niveau là encore, mais un peu mieux que tous les autres qui existaient de cet acabit. Et avec une expérience de draft un peu différente aussi, quoi. Ouais, tactilement, pardon. Est-ce que tu as un peu répondu avec l'idée de dire que tu faisais des meilleurs protos maintenant que tu le faisais avant, mais est-ce que tu trouves qu'avec l'expérience, c'est plus facile et de plus en plus facile de créer des jeux ? Alors c'est de plus en plus facile de créer des jeux, c'est pas de plus en plus facile de créer des bons jeux, je pense. C'est-à-dire que demain, si je dois appliquer un peu une recette et de me dire, je dois faire un petit jeu de cartes un peu comme d'hab avec de la collection et de la majorité, vraiment, je peux le faire comme ça, en fait, je pense. Est-ce que ça sera un bon jeu ? Je pense pas. Est-ce qu'il trouvera un éditeur ? Je suis vraiment pas sûr. Est-ce que j'ai envie de le faire ? Vraiment pas du tout. Donc je pense que j'ai acquis un peu une facilité à créer des trucs pas bien. Ce qui est déjà un bon début. Ce qui m'aide à aller un peu plus vite vers la conception de prototypes. Et après, clairement, j'ai des habitudes et des manières de créer qui sont aussi plus facilitées parce que je maîtrise mieux les outils. Mine de rien, c'est plus rapide et plus facile pour moi de faire un proto propre maintenant qu'il y a 5 ou il y a 10 ans. Il y a 10 ans, je jouais pas de jeu, donc c'était encore plus difficile, mais je suis meilleur en découpe. Je découpe plus vite les cartes. Typiquement, c'est des trucs qui ont l'air un peu bêtes, mais ça me fait gagner un petit peu de temps. Et j'entrevois plus facilement des solutions à des problèmes. Et peut-être que je perçois un peu plus en amont les problèmes qu'on va avoir. Oui, l'expérience parlant. Ouais, ça vraiment, il y a un côté de... je sais pas, typiquement, on bosse sur un autre jeu avec Maxime Rambourg en ce moment. Et puis, on a monté le proto, on n'a pas joué, on s'est dit, c'est nul à deux, comment on fait, qu'est-ce qu'on peut amener comme solution ? On a commencé à réfléchir à comment est-ce qu'on allait pouvoir solutionner le problème du jeu à deux. Alors qu'on n'avait pas encore joué, mais tous les deux, on l'a vu au moment de la conception. Là où il y a un certain temps, il aurait peut-être fallu que j'imprime un proto, que je joue à deux et que je me fasse « Ah, mais c'est nul à deux, en fait !» Et donc, clairement, il y a des choses que je vois plus vite. Après, je sens aussi j'ai encore un monde d'expérience et d'apprentissage à faire, quoi. Je suis encore un assez jeune auteur, mine de rien, quand même. Est-ce qu'il y a même sans être auteur, tu vois, est-ce que l'expérience de joueur en tant que tel fait déjà un peu ce taf de se dire je pense qu'à deux ça pourrait pas passer, ou parce que finalement tu le fais un peu naturellement quand tu testes un jeu, en fait, quand tu testes un jeu qui joue de 2 à 5 joueurs, quand tu le testes à 2, tu te dis je pense que à 2 ça a pas la même saveur, ou à contraire quand tu joues à 5 tu te dis peut-être qu'à 5 c'était trop de joueurs, il faudrait jouer à 3 ou 4 pour avoir une bonne... Tu vois ce que je veux dire ? Oui, et je pense oui et non. Vraiment, je connais des joueurs et des joueuses qui jouent énormément et qui rentrent jamais dans l'analyse, qui sont toujours dans le plaisir de jeu. Et donc ça leur a pas forcément amené une expérience de réflexion sur les mécaniques de jeu, parce que ça les intéresse pas, en fait, tout simplement. Par contre, après, clairement... je sais, et c'était presque une question sur laquelle j'aurais pu répondre aussi de cette manière-là. Si je suis en train de travailler sur un type de jeu, je vais jouer à des jeux du même type. Ça peut me donner un peu des indications, et je vais m'appuyer un peu sur les jeux qui existent et sur mon expérience en tant que joueur pour m'appuyer dessus au moment de développer le truc. C'est pas le cas, mais si demain je travaille sur un jeu de draft, je pense que je referai une partie de Seven Wonders pour voir, parce que j'aurai envie de me le rafraîchir et de voir les problèmes qu'il y a peut-être eu au moment de la conception et qui ont été répondus avec brio. On arrive sur la fin, il ne reste pas beaucoup de questions. Zéphiriel, c'est quoi ton conseil pour un JDR bien écrit ? Pas forcément pour jouer, mais pour lire, pour la richesse de l'univers. Alors, je fais beaucoup de JDR, mais je suis pas un gros rôliste. Enfin, je connais des gens vraiment meilleurs que moi là, dans l'univers, donc je vais donner mon petit truc. En vrai, tous les univers du JDR sont plutôt bien si on veut pas forcément y jouer, mais découvrir un univers. Donc tous les bouquins sont bons, il faut juste trouver l'univers qu'on a envie de lire et développer, quoi. Ça fait très générique comme réponse, mais c'est un peu vrai. Je dirais que moi par exemple l'univers d'Alien, c'est un de mes jeux préférés aujourd'hui, parce que je trouve que le bouquin il est vraiment formidable et il apporte plein de choses qu'on peut utiliser en jeu, mais même sans jouer, il apporte vraiment un sentiment et une vision du monde que j'avais pas en regardant les films par exemple. Mais tout aussi que lire du Donjons et Dragons, les bouquins de Donjons et Dragons sont fantastiques, parce que au-delà des règles, t'as quand même plein de bouquins d'univers qui sont super bien foutus et qui sont agréables à lire, quoi. Je sais
qu'est-ce que tu conseillerais, toi? C'est une bonne question, c'est dur. Moi, dernièrement, le truc qui m'a bouleversé, mais pas tant pour la lecture de l'univers que pour le jeu, donc je réponds à côté, mais c'est Ten Candles, qui est un jeu que j'ai trouvé extraordinaire. Après, et j'ai pas le nom de l'éditeur, tu l'auras certainement mieux que moi, mais d'une manière générale, tout ce que fait l'éditeur d'Alien, justement, notamment, et j'ai ni le nom de l'éditeur, ni le nom du livre, mais dernièrement on m'a chaudement recommandé leur univers dans cette espèce de truc avec des cryptides j'allais dire de Norvège, mais pas du tout, de Scandinavie. Weizen. Et voilà, parfait, merci. Tu vois que t'as une très bonne culture. Oui, non, mais ce jeu, je l'attends. Enfin, j'ai envie d'y jouer très fort en fait. Et effectivement, c'est Free League. Ouais, j'ai un petit crush chez eux en ce moment là-dessus, parce qu'ils ont vraiment des très bons univers. Mais ouais, Weizen, il a un petit côté fou dans sa conception d'univers et surtout dans la conception du monde dans lequel les joueurs vont jouer. C'est pas très clair quand je dis ça, mais on est vraiment sur du Cthulhu-like, mais avec l'idée que tes personnages vont vraiment évoluer dans le bon sens, parce que tu crées ton camp, ton QG d'une certaine façon, il va évoluer avec toi et tout. Enfin, je trouve ça, l'univers est complètement fou là-dessus. Et voilà. Et pour citer, parce que j'ai pris un plaisir très fou à lire son bouquin, l'Empire des cerisiers de San Filippo, qui est vraiment ouf, parce que visuellement il fait un taf monstrueux, et son univers qu'il a créé dedans est vraiment, même si on peut connaître un petit peu l'époque un peu médiévale, féodale japonais et tout ça, bah, vraiment il a développé un truc de malade, et moi j'ai kiffé très très fort en le lisant, donc voilà. Si j'en avais un à citer, ce serait celui-ci. Ta carte Magic préférée de tous les temps? C'est dur, on l'a un peu préparé celle-là parce que c'était impossible de m'en souvenir. Ouais. La première qui m'est venue à l'esprit, c'est Battle of Wits, une carte qui change la condition de victoire du joueur ou de la joueuse qui la joue, qui est un enchantement pour 5 en bleu, qui dit au début de votre entretien, s'il y a 200 cartes ou plus dans votre bibliothèque, vous gagnez la partie. Qui est une carte qui correspond un peu à ce que j'aime bien en termes de design, en fait. Elle part du socle commun de l'existant pour bouleverser la manière dont on joue. Ouais, ce serait, quand on a discuté, je t'avais répondu le Juzamjin, parce que c'est une carte que j'adore dans le visuel de la carte et dans le style de la carte surtout. C'est une carte noire qui pour 4 et une créature 5/5, et qui au début de ton tour, ta phase d'entretien, je crois, t'inflige 2 points de dégâts. Mais c'est une carte Arabian Night, et en vrai j'ai toujours été attiré par ça parce que visuellement elle est ultra cool, je trouve aussi. Le dessin il est vraiment superbe, je sais pas qui a fait l'illustration d'ailleurs, mais je me rabasse plus sur l'Ange de Serra version 4ème édition, qui est très classique mais tellement belle, parce que quand je jouais à Magic, c'était une des cartes préférées que j'avais entre les mains. J'ai une question bonus qu'on a zappé et que je me suis rappelé que je l'aimais bien, du coup je vais la rechoper sur notre Discord, qui est une question de Flavien qui nous mettait: dans la création de jeux, comment réfléchir à la mise en scène, vecteur d'émotions potentiellement différentes de celles qu'on trouve habituellement dans le jeu de société. Poser une carte, jeter un dé, c'est de la mise en scène, mais certains jeux offrent des gestes spécifiques, ouvrir une enveloppe, poser un sticker, etc. C'est souvent lié aux gestes, au matériel, mais du coup, est-ce que ça s'envisage dès le game design? Et de plus en plus, j'ai envie de répondre oui à cette question, et elle est chouette parce qu'il y a vraiment un truc de... J'en parlais encore il y a pas longtemps, mais de plus en plus, moi, j'envisage le jeu comme un espèce de tout cohérent vers une expérience de jeu la plus complète et la plus totale. Et dans ce cadre-là, régulièrement, je réfléchis à qu'est-ce que ça doit être le matériel, qu'est-ce que ça doit être le geste, est-ce qu'il y a des choses en 3D, est-ce qu'il y a des choses qui ressemblent à un objet un peu différent, qu'est-ce que doit être le format de carte. Et de plus en plus, moi, j'ai besoin de m'immerger le plus possible dans ce qu'on a envie de raconter aux joueurs et aux joueuses, et de proposer une expérience la plus complète possible, en fait. Et donc réfléchir à la scénographie, à la mise en scène, c'est vraiment une partie importante de mon boulot maintenant. Et c'est fou parce que c'est en fait c'est c'est fou parce que c'est en disant la question que je me suis rendu compte à quel point c'était important pour moi aussi sur certains jeux. J'ai vraiment, je pense à Détective par exemple, quand j'ai joué, j'avais vraiment ce côté mise en scène qui était ultra importante pour moi, de mettre mon PC d'un côté, sortir mes post-it, sortir mon carnet avec mes notes dessus, et avoir vraiment ce côté très enquête poussif, quoi, tu vois. Et c'est vrai que quand j'y pense, Pandémie, Legacy, tout comme ça, en vrai c'est un plaisir d'ouvrir une enveloppe, d'aller déchirer une carte, ou d'aller ouvrir une nouvelle boîte avec des nouveaux jetons dedans, quoi. Ouais, clairement. Et puis même moi je l'ai vachement perçu en jouant à des éditions des mêmes jeux mais différentes.
Typiquement, je pense à We Are the World et Just One, qui sont le même jeu, d'abord auto-édité, puis chez Repoprod. Et clairement, c'est le même jeu, c'est pas le même matériel, c'est pas exactement la même expérience de jeu. Et je les aime bien tous les deux, je les aime pas exactement pareil, alors qu'en pratique, on joue de la même manière. Et je pense que vraiment, dans les petits détails, on peut changer significativement la manière dont on joue et le plaisir final. Si le plateau de Kanagawa était pas un truc en bambou, mais était un plateau en carton, je pense que j'aurais un peu moins aimé le jeu quand j'y avais joué. Et tout ça, c'est des petits détails qui comptent vachement, je pense, aujourd'hui. Tiens, question subsidiaire supplémentaire que j'avais pas mise parce que ouais, mais on va la mettre du coup parce que j'ai envie de te la poser. Toi, comment t'es tombé dans l'univers du jeu? Je pense pas qu'on en ait déjà parlé tous les deux. Qu'est-ce qui t'a plongé dedans? Est-ce que de gamin tu jouais beaucoup? Est-ce que c'est venu un jour ou l'autre comme ça en fait? Qu'est-ce qui t'a mis le pied dedans? Pas trop, je jouais pas trop quand j'étais gamin, en partie parce que je me suis rendu compte d'un truc, mais sans faire on va pas me psychanalyser pendant la fin de ce podcast, mais je jouais pas du tout avec mes parents. Je me suis rendu compte, en fait, je me suis rappelé un moment que j'avais acheté un anniversaire, j'avais eu Règlement de compte, parce qu'il y avait une très chouette pub télé, qui est un jeu de Dominique Erhardt, je crois d'ailleurs, et j'y ai jamais joué parce que c'était un 3-5 joueurs. Et dans ma tête, c'était logique parce que j'ai juste une grande sœur et on pouvait pas jouer tous les deux, donc on n'y a jamais joué. Et c'est vraiment des années plus tard où je me suis dit, mais pourquoi on n'a pas joué avec nos parents? Ils auraient pu faire une partie avec nous, quoi. C'était pas sympa. Et donc j'ai pas trop de souvenirs de jeux à part Monopoly, La Bonne Paye quand j'étais gamin, mais encore j'aimais pas trop ça. Vraiment, moi, le gros bouleversement, c'est mon entrée au collège, en fait, où au collège il y avait des clubs du midi et je suis rentré dans le club échec parce que je sais pas, ça avait l'air cool, et très vite j'ai découvert qu'il y avait un club, la légende des 5 anneaux, où un prof de techno organisait des parties sur le jeu de cartes à collectionner de la légende du 5 anneaux pour découvrir le jeu. Il te filait un deck et puis tu jouais, et en fait ça avait l'air trop cool. Il y avait des samouraïs, des ninjas, et puis on jouait avec des cartes, ça avait l'air trop bien, quoi. Et donc je me suis inscrit dans ce club-là. J'ai découvert le jeu de cartes à collectionner. Très vite, j'ai plongé plutôt dans Magic parce que c'était plus simple de jouer à Magic, je crois. Et puis après, c'est au fur et à mesure en jouant à Magic, j'ai commencé à traîner dans des boutiques de jeux, et puis en traînant dans des boutiques de jeux, j'ai vu qu'il y avait d'autres trucs. Et puis au final, je sombre assez tard, je pense, parce que c'est quand je rentre à la fac, donc un truc genre 2009-2010. Où je commence à traîner vraiment un peu tout le temps dans la boutique de jeux, et puis en fait le gérant il finit par me dire tu devrais jouer à Ghost Stories ou à Seven Wonders ou à Aurora Arkham, et puis moi je prends des boîtes et puis je joue chez moi et je me dis c'est tellement bien en fait tout ça, quoi. Donc si je dois regarder, c'est un peu la chaîne d'événements. Ça c'est marrant. Moi j'ai toujours joué en fait depuis aussi longtemps que je me souvienne. Mon père jouait avec nous. On avait quand j'étais tout gamin, je devais avoir peut-être 6 ou 7 ans, on avait des soirées jeux de plateau ou jeux de cartes, et parce que mon père était croupier dans un casino à la base, et donc du coup je pense que ça devait aussi jouer pas mal sur l'événement familial, et on avait plein de jeux de société de l'époque. Alors on avait Monopoly, Mystère de Pékin, le MAD, des trucs comme ça. Et du coup, on faisait des soirées jeux, et du coup, j'ai toujours joué aux jeux de plateau, mais effectivement, j'ai eu un moment d'arrêt, parce qu'on a eu des petits soucis familiaux, j'étais dans le sud de la France à l'époque, et Magic m'a remis un peu le pied à l'étrier avec un pote qui a découvert ça très tard, sur le tard, parce que moi je devais avoir déjà 14 ans, 13 ans, 14 ans, un truc comme ça, quand c'est arrivé dans le sud de la France, et en vrai à Paris ça existait déjà depuis quelques temps. Et du coup, ouais, j'ai plongé dans Magic, puis les jeux de rôle derrière, puis les jeux de figurines avec Warhammer Battle. Et à partir de là, c'est jamais vraiment arrêté en fait. Donc le point commun qui nous relie tous à la fin, comme d'habitude, c'est Richard Garfield, ouais, quoi. Ouais, bien sûr, c'est un peu le dieu du du jeu de société aujourd'hui, quoi. Pour moi, autant Guillac, ça reste le créateur jeu de rôle, autant Richard Garfield, il a un truc, quoi, tu vois. Il a un impact majeur dans la vie de plein de gens, quoi. C'est clair. C'est grave. Et c'est une drogue, hein. Jouez jamais à Magic, les gars. T'as jamais envie de t'arrêter, hein. T'as toujours envie de recommencer, hein. Enfin, j'ai repris il y a 3 jours exactement. Arrête. Tu vas me faire mal, tu vas me faire du mal. Allez, dernière question pour clôturer cette émission, mais c'est pas la plus sérieuse cette question-là. C'est quoi cette question-là? À quand un titre sérieux de type 54-80? Pourquoi? On répondra pas à cette question en plus. Non, mais je sache que on connaît l'auteur de cette question, un certain Antoine B, habitant à Valence.
Et du coup, si Antoine B écoute cette émission, on veut bien y répondre que s'il vient pour faire une émission exclusive avec nous. Voilà. Donc l'invite est lancé, Antoine. Une petite émission pour parler de pourquoi 5480 et pour nous raconter soit l'histoire de 5480, soit pour répondre à des questions de game design. On est chaud comme la braise. De ouf, clairement. Voilà, on arrive à la fin de cette FAQ. On espère qu'on a répondu à bien comme vous vouliez aux questions. En tout cas, ça vous a servi. Moi, j'ai bien kiffé. Je trouve ça amusant. Je trouve ça amusant d'écouter parler des différentes questions posées par nos auditeurs. On pourra refaire ça pour l'année prochaine. Ouais, on refera une FAQ tous les ans, on en fait une. Et n'hésitez pas d'ailleurs sur le côté un peu FAQ de ponctuellement, et là on n'a pas trop répondu à ces questions-là parce qu'elles sont un peu reloues, elles demandent de la préparation, mais ponctuellement on nous pose des questions de sujets un peu plus global. Je pense notamment à mine de rien, ça revient régulièrement, vous avez encore plus envie qu'on parle d'argent, de pépettes, et donc on pourrait faire une émission un peu spéciale argent, de combien on touche exactement par jeu, plutôt qu'avec des pourcentages, avec des cas concrets où je vous dis combien je touche sur chaque jeu, et ça me dérangerait. J'en avale quand même ma salive, mais pas trop de le faire. Et donc on pourrait faire un peu un truc de combien gagne un auteur de jeu, comment ça marche et combien ça représente. Et puis si vous avez des suggestions globales d'émissions précises, n'hésitez pas, on est preneur. Carrément, avec plaisir. C'est toujours agréable en fait d'avoir le retour un peu sur investissement qu'on met dans l'émission. On met du temps et de l'énergie, de la passion, et avoir du retour des auditeurs en disant soit c'est bien, soit c'est pas bien, soit j'aurais voulu ça, soit traiter ça. En vrai, c'est ce qu'on cherche au maximum. J'arrête pas de dire ça en fait à chaque fois, mais c'est vraiment voilà, c'est agréable de sentir que ce qu'on fait est apprécié. Donc n'hésitez pas à le dire et à nous faire vos retours. Je vais faire comme un petit retour sur les personnes, en remerciement sur les personnes qui m'ont posé des questions, comme Quantum V, j'imagine, V ou 5, Fanny, qui est une patronaute, Ragout Sep, Antoine H, Gobarkas, Gogarkas, je crois que c'est comme ça, Barricadé, Acariatre, Cal Hervé, Viscon 3, Philippe Garkov, Thibaut Deg, Guillaume HP, j'en oublie sûrement, mais merci à vous pour toutes ces questions, c'était assez cool. Clairement, merci à vous tous et toutes, vous êtes chouettes. Clairement. La prochaine émission donc démarrera une série d'émissions avec des personnes supplémentaires dans l'émission qui viennent intervenir sur des sujets très spécifiques. La prochaine traitera de Libellude. Je vous laisserai deviner qui est au micro avec nous. Et voilà, et puis on enchaînera les émissions à partir de là. Là, il y aura peut-être une surprise début avril. Je dis rien, je dis pas plus. Voilà. Voilà, prenez soin de vous. N'hésitez pas à faire un tour sur le Discord de Vaisseau Hypersensas pour revenir nous retrouver ou retrouver d'autres émissions du label, bien sûr, Comics Outcast Whisperos. Les nouveautés, il y a Mon Carnet qui est sorti du très bon Julien Courant qu'on kiffe, moi que j'aime beaucoup parce que j'adore l'écouter ce qu'il fait et j'adore sa voix, mais voilà, donc n'hésitez pas à venir faire un petit coucou si vous le souhaitez. Mon cher Théo, on se retrouve dans 2 semaines officiellement, mais en fait non, mais dans 2 semaines on va dire. 2 semaines pour vous, nous peut-être à vous. Voilà, prenez soin de vous, kiffez bien et puis à la prochaine. Merci, des bisous. Ciao. Fin de transmission.